Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Dans l'actualité ce soir, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, estime que les juges n'ont pas rendu une décision motivée, en bonne et due forme dans les affaires Gbagbo et Blé Goudé. La CPI a démarré ce lundi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'affaire Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. L'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi a été condamné à 20 ans de travaux forcés assortis de 10 ans de privation de ses droits civils et politiques. Ses avocats entendent faire appel. Le Covid-19 continue de faire des ravages et reste dans les esprits de beaucoup malgré l'allègement des mesures de restriction partout dans le monde. Nous verrons qu'ici aux États-Unis, les nouveaux cas de contamination se multiplient et la maladie est aussi devenue un sujet politique. Une fois encore, bonsoir. On reparle de l'affaire Gbagbo à la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, s'attaque aux juges de la Cour ayant acquitté l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en janvier 2019. L'accusation estime que les juges n'ont pas rendu une décision motivée en bonne et due forme. La CPI a de ce fait démarré ce lundi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par la procureure à la suite des acquittements de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les deux hommes ont été reconnus non coupables des crimes contre l'humanité au cours des violences autant pour moi post-électorales de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire. Ils ont été libérés sous condition en février 2019. Ces audiences doivent se poursuivre jusqu'à mercredi. Le Malawi reprend mardi le chemin des urnes pour une nouvelle élection présidentielle après l'annulation pour cause de fraude de la réélection l'an dernier de Peter Mutharika. Le président sortant affrontera de nouveau Lazarus Chakwera lors de sa dernière réunion publique samedi à Rumfi, dans le nord du pays. Peter Mutharika a exhorté ses partisans à lui rendre sa victoire. Votons pour faire honte à ceux qui nous ont volés, a-t-il lancé. Lazarus Chakwera a de son côté mobilisé ses troupes en dénonçant la corruption et la faillite économique du régime sortant. Il a estimé que la reconnaissance par la justice des fraudes survenues en mai 2019 a confirmé qu'aucune élection n'avait été véritablement libre dans son pays. Un tribunal de la République démocratique du Congo a condamné Vital Kamerhe, ancien chef de cabinet du président Félix Tshisekedi, à une peine de 20 ans de prison. Monsieur Kamerhe, 61 ans, a été reconnu coupable des détournements de fonds publics. Les précisions de Blanche Sanou. Vital Kamerhe, chef de cabinet du président Félix Tshisekedi, et son co-accusé, l'entrepreneur libanais Sami Djamal, 79 ans, ont été arrêtés et accusés d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars de fonds destinés au financement de maisons préfabriquées prévues dans le programme d'urgence de 100 jours lancé par le chef de l'État après son investiture le 24 janvier 2019. Leur procès est rapidement devenu l'emblème de la répression proclamée de M. Tshisekedi contre la corruption endémique en RDC. Avec les fonds qui leur sont accordés pour améliorer les conditions de vie de la population, avec la construction des routes et des bases militaires, ils transfèrent cet argent dans leur poche. Ils sont intéressés par leur propre intérêt et non par ceux du pays. Je suis totalement d'accord avec la décision du tribunal. C'est une bonne chose. Ce n'est pas évident que ça va servir de leçon, mais au moins chacun d'entre nous a désormais une petite peur au ventre en se disant si je tripote dans les comptes de l'État,
c'est pas évident que ça restera impuni. La procédure a été retransmise en direct dans un tribunal mis en place au pénitencier central de Kinshasa. Samedi, le tribunal a rendu son jugement qui comprenait d'autres sanctions telles que l'exclusion de toute fonction publique pendant 10 ans pour le bras droit du chef de l'État. En rappel, Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi ont conclu leur accord lors des élections précédentes contre Martin Fayulu. En vertu de cela, M. Kamerhe devrait être nommé Premier ministre et aurait sa chance à la présidence lors des élections suivantes en 2023. Après avoir pris fonction en janvier 2019, le président Tshisekedi a nommé Kamerhe pour être son chef de cabinet et a confié à l'UNC, le parti de ce dernier, plusieurs portefeuilles. Après la condamnation de Vital Kamerhe, les députés de son parti politique se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, qualifiant l'arrestation de leur leader d'arbitraire. Quant à ses partisans, ils ont déclaré que le procès était un complot visant à le retirer de la course en 2023. Des heurts ont repris lundi entre forces de l'ordre et manifestants à Tataouine, dans le sud de la Tunisie, en proie depuis un mois à des troubles sociaux sur fond de chômage et de marginalisation de cette région. La police a procédé à d'intenses tirs de gaz lacrymogène pour disperser dans la matinée des centaines de manifestants dans le centre de cette ville, située à 500 km au sud de Tunis. Les manifestants réclament l'application d'un accord conclu en 2017 prévoyant d'employer des milliers de chômeurs dans les sociétés de production d'hydrocarbures de la région de Tataouine. En Égypte, les complexes hôteliers de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh ouvrent à nouveau leurs portes aux visiteurs en appliquant bien sûr des mesures préventives afin d'éviter la propagation de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement annonce également que l'Égypte rouvrira ses aéroports le 1er juillet et commencera à accueillir dans les stations balnéaires des touristes tenus à l'écart par la pandémie de coronavirus. Les vols reprendront entre l'Égypte et les pays qui ont rouvert leur espace aérien, a déclaré le ministre de l'Aviation, Mohamed Manar, lors d'une conférence de presse au Caire. Le nombre de contaminations dans le pays s'élève à un peu plus de 55 000, dont environ 2200 morts. Toujours à propos de Covid-19, mais cette fois-ci au Cameroun, pas moins de 303 personnes sont décédées de suite de cette pandémie alors que le pays enregistre un peu moins de 12 000 cas de contamination. Cette situation crée chez de nombreuses femmes une hésitation à se faire consulter par un médecin dans les établissements de santé par crainte d'être exposé au nouveau coronavirus. C'est du moins le constat fait par le Fonds des Nations Unies pour la population. Pour faire face à cette situation inquiétante, un groupe de médecins bénévoles s'est engagé à effectuer des visites à domicile. Une première dans le pays. C'est un reportage à Yaoundé d'Anne Zouanke. Le récit est de Blanche Sanou. Jeanne Gono, 25 ans, a un problème de santé qui nécessite un suivi régulier. Mais elle ne veut pas se rendre à l'hôpital depuis 4 mois parce qu'elle a peur d'être exposée au nouveau coronavirus. Alors, un médecin du groupe SOS Dr Cameroun lui rend visite à domicile. Je préfère les consultations à domicile parce que je me sens déjà en sécurité à la maison par rapport à l'hôpital. Et déjà, aller à l'hôpital, on ne sait pas qui on va rencontrer en chemin. Les taxis qu'on va prendre, on ne sait pas qui est malade ou pas. Comme Gono, de nombreuses personnes dans le monde ont peur d'aller à l'hôpital, selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Même si les experts médicaux comprennent la situation, ils exhortent néanmoins les patients à rester en contact avec les médecins et les hôpitaux. S'il y a des initiatives qui peuvent apporter un plus, elles ne sont pas à rejeter. Mais ce que je voudrais dire, à mon humble avis, je crois que l'hôpital reste le meilleur endroit où le diagnostic peut être posé et les malades bien orientés. Le groupe SOS Dr Cameroun comprend 30 médecins répartis dans 5 villes. Les patients peuvent demander une consultation sur le site web ou la page Facebook du groupe. Une visite coûte près de 34 $ américains, le double du prix d'une consultation à l'hôpital. Malgré le coût, les demandes de visite à domicile ont augmenté de 20 à 100 par mois actuellement, selon SOS Médecins Cameroun. Ainsi, le groupe a mis en place de nouvelles techniques afin de fournir des services. La demande devrait se poursuivre. Le Cameroun a confirmé au moins 9000 cas de Covid-19, le plus grand nombre d'infections connues en Afrique.
De l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Europe et les Amériques, les lieux de culte, les centres commerciaux, les restaurants et les frontières des États rouvrent lentement après des mois de fermeture à cause de la pandémie de Covid-19. Mais comme le rapporte la correspondante de VOA, Mariama Diallo, le virus qui a poussé le monde à fermer est encore dans l'esprit de beaucoup, car il n'a pas totalement disparu. Le récit est de Yacouba Ouedraogo. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a pris le métro dans le Midtown Manhattan cette semaine, arrivant à la gare Grand Central avant de tenir son briefing quotidien sur le coronavirus. Un tournant pour la ville américaine la plus touchée par le virus. New York est de retour. Mais il a demandé aux New-Yorkais d'être prudents en utilisant des désinfectants pour les mains et en portant des masques faciaux. Un vaccin contre le coronavirus, a-t-il averti, n'est pas suffisant. Nous pouvons mesurer l'augmentation du virus et tant que nous contrôlons cela, nous pouvons opérer. Ailleurs dans le monde, les bureaux, les restaurants et les épiceries ont rouvert en Indonésie après 2 mois de fermeture avec seulement 50% de leurs employés et clients, alors que les cas continuent d'augmenter. Et dans certaines régions de l'Inde, des lieux de culte, des restaurants, des centres commerciaux et des frontières d'État rouvrent, marquant l'assouplissement de la lutte contre le nouveau coronavirus en Inde pendant 10 semaines. Même si le pays continue de signaler davantage de cas, le chef d'un centre commercial, Arjun Gelo, n'est pas découragé par l'augmentation du nombre de cas. Il dit que l'industrie du commerce de détail travaille dur pour se remettre sur pied. Je pense que les précautions que nous prenons devraient donner aux clients un sentiment de satisfaction après avoir vu tout cela. Au Mexique, certains résidents se disent confus par ce qu'ils qualifient de messages mitigés des autorités. Malheureusement, les nouvelles nous montrent que les décès et le virus sont toujours en augmentation. Et d'autre part, elles nous disent qu'elles lèvent l'urgence. Les entreprises de la ville animée de Mexico ont rouvert ces 2 dernières semaines et le président Andrés Manuel López Obrador a récemment passé du temps à visiter le sud du Mexique. En Espagne, pays qui a subi l'une des pires épidémies de Covid-19 au monde, les entreprises ont commencé à rouvrir progressivement. Pour le moment, nous prenons les choses doucement et nous nous adaptons à la nouvelle situation. C'est tout. En Afrique, après une fermeture qui a duré plus de 2 mois, l'industrie du tourisme vise un retour en Tunisie. Le gouvernement a autorisé la réouverture des hôtels avec des mesures sanitaires strictes. La propriétaire de l'hôtel Wassila Slim se dit pleine d'espoir. On espère avoir des clients de toutes les nationalités pour pouvoir redémarrer comme il faut. Mais d'autres craignent que certains touristes viennent de pays gravement touchés par le coronavirus, ce qui augmenterait le risque pour leurs propres citoyens. Ici, aux États-Unis, alors que les manifestations contre la discrimination raciale se poursuivent dans de nombreuses villes américaines, le président Donald Trump a repris sa campagne électorale à Tulsa, dans l'Oklahoma. À travers tout le pays, le désir de revenir à la normale est tempéré par les nouveaux cas de Covid-19. On fait le point avec Arzuma Compaoré. Devant des milliers de partisans réunis au centre de conférence de la Banque d'Oklahoma à Tulsa, le président Donald Trump a reconnu la remontée du nombre de cas de coronavirus dans le pays. Lorsque vous effectuez des tests de cette ampleur, vous verrez plus de personnes, vous trouverez plus de cas. Le désir du président de rouvrir le pays après des mois de restrictions a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la foule présente à son meeting qui n'a pas fait salle comble. Ouvrons les écoles, s'il vous plaît, ouvrez-les. Déclarant que la majorité silencieuse est plus forte que jamais, Trump a qualifié ses partisans de guerriers et a abordé des thèmes de campagne familiers, notamment les nominations judiciaires conservatrices, les faibles taux des impôts, le marché boursier en plein essor, le mur à la frontière sud avec le Mexique et l'augmentation du budget militaire. Le discours d'1 heure et 40 minutes était plein d'attaques contre son rival démocrate et candidat à l'élection présidentielle, Joe Biden, la gauche radicale et les fake news. Avec plus de 2,3 millions de cas de coronavirus et 121 000 décès dans le pays, Trump a défendu la gestion de la pandémie par son administration, affirmant que cette dernière avait sauvé des millions de vies.
Avant le rassemblement, la campagne a annoncé que 6 membres du personnel de la campagne Trump qui avaient aidé à préparer l'événement avaient été contrôlés positifs au Covid-19. Et pendant que le président tenait son meeting, ses partisans et ceux du mouvement Black Lives Matter manifestaient à l'extérieur avec parfois des moments d'interaction. Au cœur des échanges, la question du racisme. Ma famille était irlandaise, ils venaient d'Irlande. Pensez-vous qu'ils possédaient des esclaves? Pensez-vous qu'ils ont toujours été privilégiés? Vous et moi, nous avons bénéficié du système mis en place. Il est plus facile d'obtenir des prêts, d'obtenir une maison. Nous ne sommes pas traités de la même façon dans les magasins que les personnes de couleur. Ce fut le premier des rassemblements de Trump depuis le 2 mars, lorsque le pays est entré dans une situation de verrouillage, avec des sondages le montrant derrière Biden toujours à la recherche de sa colistière. Trump est impatient de changer la donne et les rassemblements sont depuis longtemps son outil politique préféré. Prochaine étape, l'Arizona, où l'on note également une augmentation des nouveaux cas de coronavirus. Et puis la Chine, deuxième fabricant d'armes de la planète, va adhérer au traité sur le commerce des armes, une décision qui renforcera la paix dans le monde, assure ce lundi Pékin. Le traité adopté en 2013 par l'ONU et entré en vigueur l'année suivante prévoit que chaque pays signataire évalue avant toute transaction si les armes vendues risquent d'être utilisées pour contourner un embargo international, d'être détournées au profit des criminels ou si elles violent les droits de l'homme. Les armements couverts vont du pistolet aux avions et navires de guerre en passant par les missiles. Les États-Unis, principal pourvoyeur d'armes de la planète, avaient signé ce traité sous la présidence de Barack Obama, mais le Congrès ne l'a jamais ratifié. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Chibwana chimalata, chibwana chimalata, ukakhala pabwino oyipa pamayitana. Chibwana chimalata, ukakhala pantchito ulova umakodola. Chibwana chimalata, ukakhala pabanja umbeta umayitana. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de votre journal. John Linden, de retour avec vous. Comme chaque lundi, les amoureux de la tech ont rendez-vous avec Afrotech sur VOA Afrique. C'est donc l'heure de vous proposer ce segment présenté par Arzuma Compaoré qui nous parle entre autres aujourd'hui de la visualisation architecturale 3D. Bonsoir Arzuma. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à Afrotech. Cette semaine, nous allons à la rencontre de Aziz Bakari. Il vit à Miami en Floride et c'est un artiste 3D qui fait de la visualisation architecturale. Alors Aziz, vous êtes un passionné d'architecture mais surtout de rendus 3D architecturaux. Dites-nous-en un peu plus. Dans mon industrie, nous créons principalement des structures architecturales, des structures immobilières pour les développeurs, les architectes d'intérieur et plus encore. Alors de quoi a-t-on besoin? Quels sont les outils technologiques que vous utilisez pour réaliser vos rendus 3D architecturaux? Oui, comme je l'ai dit, dans notre industrie, il y a un large éventail d'aptitudes artistiques et technologiques. J'ai étudié l'architecture, ce qui fait que je peux utiliser ces connaissances avec mes clients. C'est également utile pour les logiciels que j'utilise pour créer des rendus 3D. C'est là que l'aspect technologique entre en jeu. Parfois, c'est 50-50. Nous devons comprendre comment lire les plans ou comprendre comment l'espace va affecter l'être humain. Et nous devons également savoir comment utiliser les logiciels. Pour nous, la photographie, c'est un art et une technique. C'est donc un mélange parfait d'architecture et de technologie. Nous concevons tous ces lieux et ces espaces à l'aide de logiciels tels qu'Autodesk et 3D Studio Max, ainsi que de nombreuses fonctionnalités de Photoshop.
along with a lot of Photoshop programs as well. Alors, dans votre cas particulier, qui sont vos clients et qu'est-ce qu'ils recherchent dans vos services? Nos clients sont principalement des architectes et des promoteurs immobiliers. Nous créons ces images afin qu'ils puissent avoir une sorte de visuel futuriste de ce à quoi leur projet va ressembler. C'est un peu comme si nous peignions des portraits d'architecture non construites. La plupart de nos clients ont besoin de ces images, principalement à des fins de marketing. Ils doivent faire approuver le projet par la ville ou ont juste besoin de vendre des unités. Et la meilleure façon de le faire, à mon avis, est de vendre une idée qui est crédible. C'est là que la qualité rentre en jeu. Donc, quand nous montons, disons, un espace intérieur, nous voulons au moins dans notre studio que les gens se sentent comme s'ils étaient dans cet espace. Que les gens se sentent comme s'ils étaient dans cet espace, qu'ils puissent établir une connexion et qu'ils puissent comprendre l'histoire de cet espace. La plupart de notre audience nous regarde à présent depuis l'Afrique. Est-ce que vous avez des projets, est-ce que vous avez l'intention peut-être un jour d'importer ou d'exporter justement cette technologie, cette façon de faire, de prévisualiser les différentes architectures en Afrique? En matière de visualisation, connecter avec d'autres cultures et des lieux différents, c'est vital. C'est de là que je tire l'essentiel de mon inspiration. Les voyages et la connexion avec les habitants de ces différents pays, ces différentes villes. Cape Town occupe une place de choix sur ma liste et j'adorerais retourner au Nigeria, même si je n'ai pas encore de plan spécifique pour ce pays. Une chose est sûre, je vais certainement être en dehors des États-Unis. Pour terminer, dites-nous, c'est quoi votre plus grand rêve pour l'Afrique aujourd'hui? Mon plus grand rêve pour l'Afrique, c'est une bonne question. Je pense que cela implique que les connaissances africaines soient plus connues ici aux États-Unis. Aux États-Unis, les gens ne comprennent pas vraiment la qualité et le potentiel des pays africains. Je pense donc que la sensibilisation sera comme la première étape pour nous ici aux États-Unis. J'ai l'impression que nous devons être plus ouverts et ensuite collaborer. Et j'aimerais que l'Afrique soit peinte sous un meilleur jour. Ici, aux États-Unis, nous traversons beaucoup de choses, des divisions culturelles et autres. Mais je pense que nous pouvons beaucoup mieux se connecter, vous savez, à d'autres pays. C'est un de mes rêves. Aziz Bakari, merci beaucoup et bonne continuation. Quant à nous, c'est ici que s'arrête Afrotech de la semaine. On se dit à la semaine prochaine pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Merci Arzouma Compaoré. On vous retrouvera bien évidemment lundi prochain pour parler de nouvelles technologies. En Éthiopie, la pandémie de Covid-19 a obligé des millions d'écoliers à rester à la maison, comme nous en ce moment, pardon pour les bruits que vous entendez derrière, les privant donc provisoirement d'éducation. Une occasion pour la productrice Bruktawit Tikabou de toucher plus d'enfants à travers son émission de télévision Tchiha aime apprendre. Une émission traduite en 7 dialectes éthiopiens et qui aborde des sujets variés, dont le Covid-19. Voyons cela dans ces récits de Mohamedou Oumfa. Une marionnette à chaussettes en forme de girafe, colorée et animée, avec une voix d'enfant, voilà de quoi capter l'attention des tout-petits pour produire une émission. Tihai, c'est le nom de la marionnette. Tihai aime apprendre. C'est l'émission réalisée depuis plusieurs années par Bruktawit Tikabou, enseignante et productrice de programmes audiovisuels. Son objectif, lutter contre l'analphabétisme dans son pays. Dans certaines régions, jusqu'à 50% des enfants qui vont à l'école pendant 2 ans et 3 ans sont encore incapables de lire une seule phrase. Les enfants commencent à douter d'eux-mêmes. C'est à cause de l'échec des éducateurs comme moi, des parents et tout le système qui laisse tomber l'enfant. Ce n'est pas acceptable pour moi, alors j'ai voulu trouver un moyen de changer cela. De plus en plus populaire, l'émission enseigne l'alphabet et raconte des histoires. Elle aborde aussi des sujets sensibles comme la violence domestique et la crise sanitaire occasionnée par le coronavirus. Et les enfants apprécient. J'aime regarder l'émission parce que Tchiha enseigne beaucoup de choses. Par exemple, elle enseigne comment prévenir le coronavirus. Elle nous dit comment nous laver les mains avec du savon. Bruktawit Tikabou reçoit sans cesse des échos favorables à propos de son programme. C'est pourquoi
Elle espère désormais toucher jusqu'à 10 millions d'enfants en Éthiopie. D'ailleurs, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Tsehai, elle continue à grandir. Comme vous le savez, elle parle 7 langues maternelles. Nous voulons l'étendre à d'autres langues dans notre pays, ainsi qu'aux langues africaines. Nous nous intéressons donc au Swahili, à différents pays comme la Tanzanie, le Nigeria et le Rwanda. Il y a des intérêts à adapter notre contenu, donc nous espérons qu'elle sera bientôt panafricaine. Pendant le confinement imposé par le Covid-19, plusieurs pays africains ont tenté l'enseignement à travers la télévision avec plus ou moins de succès. Bouktaoui Tigabou, elle, a su faire la différence en alliant divertissement et pédagogie et en utilisant plusieurs langues vernaculaires, ce qui lui a valu plusieurs prix internationaux, dont le prix Rolex en 2010. Une guitare vendue à 6 millions de dollars. Oui, c'est possible et ça s'est passé au cours du week-end lors d'une vente aux enchères à Los Angeles, ici aux États-Unis. Il s'agit de la guitare de Kurt Cobain, présentée lors de la légendaire session MTV Unplugged de 1993. Kurt Cobain était un guitariste américain connu pour ses compositions anti-establishment. Il est décédé le 5 avril 1994 à l'âge de 27 ans. Cette guitare a été achetée par l'Australien Peter Freeman, cofondateur de la société Rode Microphone, qui était présent lors de la vente aux enchères de samedi. Et selon le Sydney Morning Herald, Freeman était déterminé à acheter la guitare pour encourager le gouvernement australien à faire plus pour soutenir les arts. Voilà donc une noble mission avec laquelle on se quitte. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VO Afrique. Demain est un autre jour. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous et surtout, passez une excellente soirée. alongside Nigeria. We survive the future with Mr. Soprano. You know what it is, my bad records. Get it on. Too many haters started, I ain't gonna be here. I'm recording the fake track in my pen, I replay. Never found. Never found. مثلا هكا